Alors, est-ce que c'est facile de sortir de la solitude et d'aller parler aux personnes quand on sort danser? Pour parler de la solitude, du coup, si tu sors danser, tu n'es déjà plus dans la solitude puisque tu entres en contact avec, tu avec l'extérieur. Et si tu sors danser, tu es déjà dans une démarche de sortie de solitude. Et, euh, et c'est au fur et à mesure, tu vois, si peut-être au début c'est dur d'aller prendre contact avec une personne, entrer sur la piste, etc. Faut être doux avec soi-même, bienveillant, et s'acclimater avec cette peur, voir ce qu'elle nous indique, de quoi on a peur. Est-ce qu'on a peur d'être maladroit? Est-ce qu'on a peur d'avoir honte? Est-ce qu'on a peur d'être jugé, critiqué? Tu vois? Et ensuite, une fois qu'on arrive à comprendre l'origine de notre mal-être à ce moment-là, on peut agir dessus et nous sécuriser intérieurement avec des petites actions étape par étape, comme peut-être au début danser seul, mais peut-être pas au plein milieu de la piste. Dans un coin, se déhancher un peu, puis y aller progressivement. Et aussi, on peut se trouver des personnes avec qui y aller qui peuvent nous inciter si on n'est pas tout seul, tu vois. Ça peut faire un peu comme une béquille pour renouer avec la société. Et petit à petit se sentir sécurisé, aller de l'avant, entamer des conversations avec les autres, etc. La solitude permet de te ressourcer, je trouve. J'ai appris à être seule et heureux, c'est important. Oui, en fait, ça fait partie du processus. Pour être bien avec les autres, il faut d'abord savoir être bien avec soi-même. Et la solitude, à juste dose, sans parler d'isolement et de repli sur soi, c'est nécessaire pour apprendre à se connaître et pour cultiver son bien-être d'abord de manière autonome, en gagnant en autonomie émotionnelle, physique et psychologique, pour ensuite ouais, pouvoir se sentir à l'aise euh, avec les autres. Je ferais bien aussi de la sylvothérapie. Ah, c'est l'énergie avec les arbres, super ça. Moi, j'adore la nature et je sais que j'ai un parc, un grand parc avec un lac près de chez moi. Et j'ai remarqué vraiment les bienfaits de ce que tu appelles la sylvothérapie. Du coup, j'apprends quelque chose, merci. C'est m'inspirer d'eux et entrer dans un partage d'énergie. Je faisais ça en Bretagne, j'avais trouvé un arbre à mettre. Et franchement, c'est troublant. Qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce que tu veux bien nous partager ton expérience? Mardi, j'ai rendez-vous avec une psychologue CAP jeune pour parler de mon trauma de 2006. C'est bien que tu puisses aller voir déjà des personnes pour te livrer. Euh, c'est une bonne démarche d'aller voir un psychologue pour commencer à extérioriser, poser des mots, avoir justement l'écoute d'une personne bienveillante et qualifiée, compétente pour savoir accueillir tout type de sujet sans jugement. Et c'est super, franchement, bravo à toi déjà pour la démarche. Bonjour Marc, je suis coach en libération des traumatismes et guérison des blessures émotionnelles. Tu manques de confiance en toi, Steven? Eh ben, maintenant que tu en as conscience et que tu le reconnais, tu vois, il ne dépend que de toi de faire un travail pour regagner confiance en toi. Et ça demande de sortir de sa zone de confort. Pour se regagner confiance en soi, c'est se sécuriser dans l'inconfort, apprendre à naviguer les aléas et les situations qui nous challenge. Le seul moyen de regagner confiance, c'est de se prouver à soi qu'on est capable. C'est lié à nos compétences, notre capacité à voir nos forces et nos atouts et à les reconnaître et à nous sentir en sécurité quant au fait qu'on va réussir à nous en sortir, qu'on a les compétences pour réussir. Et ça s'acquiert en justement nous challengeant. Ça peut être dans tous les domaines, mais c'est avant tout se prouver à soi qu'on est capable. Est-ce que j'ai déjà écouté des gens qui ont fait une fausse couche très très douloureuse et démoniaque? Ah non, j'écoute pas ça. T'avais l'impression que l'arme te donnait son énergie et que ça traversait le corps. C'est beau ça.
Cette impression de sentir comme une sensation, c'est lié à mon trauma de 2006. Je suis physique médium, mais je voulais savoir ton avis. Ah, ok, je comprenais pas. Je me suis dit, bah non, je m'amuse pas à écouter ça. Parce que j'ai une fausse couche très douloureuse et je voulais savoir si tu avais déjà écouté. Alors en fait, là c'est complexe parce que on est vraiment dans quelque chose de profond. Les sources sont multiples déjà. Est-ce que tu as la cause ou est-ce que c'est la première? Il y a tout un contexte qui va avec et là c'est toi qui as les réponses en fait. Moi ce que j'invite toujours les gens à faire c'est retourner en soi. Moi je les accompagne à l'intérieur d'eux-mêmes parce que les réponses c'est là qu'elles sont. Ça peut être énergétique, ça peut être karmique, ça peut être lié à des problèmes de santé physique, des blessures émotionnelles, des blocages psychologiques. Et ça peut même être tout ça lié, tu vois, étroitement corrélé les uns avec les autres. Et du coup, bah pour ça, ouais, là, ça demande d'aller creuser. Creuser, c'est un vrai travail. Et bah, le plus important, tu vois, à l'instant T, à chaque fois qu'il y a ce genre de situation, c'est comment la personne se sent. Et à partir du sentiment, des sensations que la personne a, on peut commencer à dresser un ordre de priorité, d'angle de dénouement, tirer le fil pour réaligner et retrouver un état de paix et une sérénité. Parce que c'est un réel traumatisme, ça. Donc, courage. Ben, on parle de ce que vous voulez dans la mesure où moi je suis compétente sur les domaines du développement personnel, de la spiritualité et de la guérison des blessures émotionnelles et de la libération des traumatismes. J'offre des réponses axées sur ces thématiques-là. Donc la thématique c'est ben si vous avez quelque chose à exprimer, oui, c'est mon métier. Ben je connais des choses, oui. Je connais pas tout, surtout, mais justement, ce que j'ai appris, je fais en sorte de le transmettre au mieux, partager. Donc profitez-en, si vous voulez. Je l'ai appris en expérimentant avec ma propre vie, en vivant des épreuves et en les surmontant, en ayant grandi dans une famille toxique, dysfonctionnelle, en ayant surmonté mes troubles du comportement alimentaire, en ayant sevré mes dépendances et en ayant repris toute mon indépendance, mon autonomie sur le plan physique, émotionnel et psychologique. J'interviens pas ni dans les écoles ni dans les sociétés, c'est auprès de particuliers et ça se fait de façon individuelle en rendez-vous à distance, par visio. Et si c'est un rendez-vous unique, c'est par visio. Et si c'est une thérapie sur le long terme que j'appelle 2 ou 3 mois, dans ce cas-là, il y a à la fois un rendez-vous d'1 heure par semaine en visio et un suivi quotidien par échange sur messages, tout ça, quoi. Comment il faut gérer dans le travail quand on est perfectionniste? Tout dépend de ton travail, mais en fait, dans ce cas-là, il faut se fixer des limites de temps parce que ça nous aide à prioriser. Souvent, quand on est perfectionniste, on s'attarde sur des détails et on devient ultra performant à la dernière minute quand on a un coup de stress parce que c'est les délais qui nous cadrent en fait. Et du coup, ce que je t'invite à faire, c'est à te fixer toi-même avec une certaine rigueur des délais dans lesquels finaliser entièrement ton projet. Et si ensuite il te reste du temps, tu peux revenir dessus pour peaufiner avec ton perfectionnisme et améliorer. Mais inverser le phénomène en se disant pas je vais faire de mon mieux et puis moins j'ai de temps, plus je bâcle, en se disant je fais le gros et avec le temps qui me reste, je peaufine, tu vois. Inverser le système de fonctionnement. Il n'y a pas de diplôme reconnu d'État pour les coachs liberté. Ça n'existe pas.
C'est une fonction qui n'est pas réglementée. C'est comme thérapeute. Là où il y a un diplôme d'État, c'est pour psychologue, pédiatre, etc. Psychiatre. Et tu as des mantras références, des auteurs références comme Marc Aurèle. Moi, je suis très inspirée de Franck Lopé, aussi Thomas d'Azembourg, qui fait la communication non violente. T'as trouvé, Franck? Yes, cool. Si vous connaissez pas Franck et que vous vous intéressez à ces sujets-là, qui sont à la fois spirituels, à la fois psychologiques et de développement personnel, ça devrait vous intéresser. Essaye Thomas d'Azembourg, Franck Lopé, il l'a bien écrit en plus. Il y a Aurélien Barraud. Ah mais c'est pour ça que je trouvais pas son nom. En fait, elle s'appelle Ah oui, en fait, on connaît pas son nom. Son compte YouTube, en tout cas, c'est l'audace d'être soi. Et du coup, je me suis jamais demandé comment elle s'appelait elle. Ah merci, Randa. Super. Merci Liberté. Alors, un exemple de relation pas toxique, mais qui se voit toxique de l'extérieur. Le truc, c'est que ce qui se voit toxique de l'extérieur, c'est propre à chacun en fonction de nos références à nous, tu vois. Ce qu'on va juger comme toxique, ça va être en fonction de nos références personnelles de ce qui est toxique ou de ce qui ne l'est pas. Et donc, quelque chose peut paraître toxique pour quelqu'un et pas pour quelqu'un d'autre. Si on n'a pas les mêmes règles à l'intérieur de nous, les mêmes croyances. Et il y a des choses qui paraissent toxiques à l'extérieur pour certains et qui ne le sont pas pour d'autres. Et parfois ça l'est et d'un autre point de vue ça l'est plus si les deux sont consentants. La question posée dans l'autre sens, ce serait plus simple. Tu vois, un exemple d'une relation toxique qui passe comme une relation pas toxique, c'est plus facile que l'inverse. Parce qu'une relation qui est pas toxique, elle est juste pas toxique et elle passera pas pour quelque chose de toxique puisqu'elle n'a rien de toxique, tu vois. Il y a rien à déceler. Chez quelque chose de sain, c'est sain. Par contre, ça devient toxique dans la perception de ceux pour qui c'est malsain. Mais tout dépend des références. Tu es turbo-toxique. Qu'est-ce que c'est que ça? De mieux en mieux. Non, je rigole, j'essaye de faire le bien autour de moi comme je peux. Conseil, je suis expert, rappelez-vous. N'utilisez pas la formule, n'hésitez pas. Non, mais si, c'est vrai, n'hésitez pas. Et puis, moi, je suis pour que les gens soient spontanés, comme ça évite de perdre du temps, on voit le vrai visage. Et puis, si le visage est pourri, je bloque. Ça va plus vite pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas, exprimez-vous. Et puis, selon ce qui sort, moi, je fais le tri. Notre époque est compliquée. Il est important d'expérimenter encore et encore. Et oui, et ça, peu importe l'époque, c'est même le but de la vie. On est là pour expérimenter. Et donc, c'est super. C'est une bonne chose, c'est ça que je veux dire. On est en perpétuelle évolution, en croissance et... Non, je suis pas énervée, t'inquiète pas. Non, quand je suis énervée, c'est autrement. Et je ne m'énerverai pas... Ah! Toi, tu es énervée? Qu'est-ce qui t'a énervé? C'est une bonne chose en soi, ça dépend comment c'est régulé derrière, mais tu vois, laisse pas passer ça. Si t'es énervé, c'est que t'as quelque chose qui t'a énervé, donc qu'il y a un truc, tu vois, qui te convient pas, qui est en désaccord, qui soit te manque de respect, soit te... Et, euh, et du coup, surtout, accueille ça et vois le message que ça te donne, que tu sois énervé, contre qui, pourquoi, comment, pour aller pacifier ça. Oui, je suis plutôt zen, c'est ça. Alors, son psy lui dit que je suis toxique alors que pas du tout, je l'aime, c'est tout.
Ouais, mais alors tu vois, l'amour, ça suffit pas dans les relations et c'est là où on est parfois pas toujours bien éduqué et que la société, ce qu'elle nous renvoie dans les films, dans les narrations qu'on entend souvent, et ben l'amour, il est toxique dans la manière dont il est présenté et dont on l'intègre. Et même dans les schémas qu'on voit, que ce soit nos schémas familiaux ou à l'extérieur. Euh, je peux pas te donner de réponse, mais si tu veux, ça dépend de déjà, il y a une chose qui est sûre, c'est que si une personne en face de toi te dit que tu es toxique, à partir du moment où elle se trouve en face de toi, c'est qu'elle aussi, elle l'est d'une certaine manière. Vous êtes en résonance. Et donc, dans un couple ou dans n'importe quelle relation, ce sera toujours 50-50, plus ou moins. Bien sûr que la responsabilité, je parle. Il faut faire attention à distinguer la responsabilité et être responsable ne veut pas dire être coupable. Là, je précise. Voilà, plus précisément, disons, qu'est-ce qui te reproche dans ton amour? Quand toi tu dis que c'est de l'amour, qu'est-ce qui pour lui est toxique et pour toi est de l'amour? J'ai un bon ami qui subit un harcèlement sur TikTok, chantage et tout. Je sais pas comment réagir. Alors toi, dans cette situation, le mieux que tu puisses faire, c'est le soutenir. Mais tu ne peux pas réagir ni agir à sa place. Tu peux le conseiller s'il te le demande. Tu peux, tu vois, l'épauler, etc. Mais ne pas t'approprier ce problème comme s'il était le tien parce que malheureusement, c'est lui, c'est sa problématique, c'est sa responsabilité. Et encore une fois, quand je dis que c'est sa responsabilité, je dis pas qu'il est, il est coupable. Mais c'est à lui, du coup, d'endosser, de reprendre son pouvoir et de gérer cette situation. Si vous imaginez un éléphant rose préféré, je vous invite à, plutôt que n'hésitez pas. Ok, j'aime beaucoup ça. Je prends en considération. Merci. Dur, il y a plusieurs catégories d'hommes ou femmes, donc sujet qui tourne en boucle. C'est pour ça que ça demande d'entrer plus dans les... Ça se prend au cas par cas, les relations. Parce qu'à partir du moment où on est tous uniques, eh ben, exactement, on tombe tout de suite dans de la généralité. Alors que il y a des phénomènes de masse, il y a des similitudes et des ressemblances, mais chacun a son propre parcours, ses propres systèmes de croyances. Et pour dénouer une relation, il faut que ça se fasse entre les membres de cette relation et avec le contexte et les caractéristiques de chacun. Il m'écoute pas, il est trop gentil. Je comprends. Toi, à partir du moment où tu fais de ton mieux, détache-toi du résultat en fait. C'est sa vie, c'est sa responsabilité. Ok, ça marche. À plus, repasse quand tu veux, t'es le bienvenu. Peut-on parler des égrégores? Oui, on peut en parler. Ça rejoint un peu du coup ce que je disais sur qu'il y aura des phénomènes de masse, des tendances, on va appeler ça, qui vont créer des généralités, qui vont faire naître des stéréotypes, des clichés, des égrégores justement, qui sont des systèmes de croyances adoptés par la majorité et qui font que ça devient des règles qui régissent. Ah, j'essaie de décrire ce que c'est un égrégore. Un égrégore, c'est comme si on part du principe que tout est énergie, et qu'on a en tant qu'être humain un pouvoir de création. On est créateur de notre réalité. En fonction des croyances qu'on alimente et qu'on nourrit, on va créer des systèmes de pensée. Et imagine que tes pensées, elles montent, et collectivement, un égrégore, c'est des pensées collectives. C'est une masse énergétique qui fait loi parce qu'elle est majoritaire. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement, mais disons que ouais, un dogme à 2 ou à 1000, nous pouvons faire naître un égrégore. Ouais, c'est mais c'est pour illustrer en fait comment ça prend de l'ampleur et comment ça naît. En fait, ça naît d'énergies qui sont émanées d'une croyance. Une mode, c'est un égrégore, c'est le résultat d'un égrégore dans la matière.
Par exemple, au plaisir. C'est, on peut dire que ça devient une entité, mais c'est plutôt une énergie qui va influencer, en fait. C'est une influence. Pour moi, c'est une influence plus ou moins puissante, dominante, un courant de pensée. Et du coup, fatalement, c'est intéressant que tu aies pensé à la mode parce que c'est lié. Si par exemple, tout le monde croit que les chaussures rectangulaires, euh, c'est moche, tu vois, on a besoin des chaussures. La mode, c'est hyper pointu comme ça et tout. Et ben, si on est massivement en train d'émaner ce discours-là, de ressentir que ça c'est beau et puis ça c'est moche, et ben ça va prendre de l'ampleur et ça va devenir la norme, une espèce de norme. Et voilà, la pensée devient matière. Et régulièrement, du coup, la mode est là pour aussi changer ça. Et on le voit que dès que... Et la puissance, euh, la mode par exemple, on prend une Kim Kardashian qui va avoir une forte influence, et ben elle peut créer des égrégores, elle va avoir un pouvoir d'influence parce qu'en émanant une tendance, elle va peut-être le faire seule à la base, mais elle aura tellement d'influence, des énergies du pouvoir, d'influence sur les autres et sur ce qui dicte les choses, qu'elle va pouvoir réussir à faire changer la tendance. Détournement de pensée. Voilà. Et c'est pour ça que la morale, par exemple, eh ben, c'est aussi en évolution. Euh, et les règles, les codes, les jeux de la société, les pouvoirs en place, eh ben, ça fluctue. Et c'est influencé par chaque individu à son échelle, à son pouvoir d'influence, plus ou moins grand selon les thématiques, selon son pouvoir d'influence et à sa manière. Donc déjà à notre propre échelle, ça commence comme ça par soi. On peut revoir nos systèmes de croyances, ce qu'on choisit de nourrir et de cultiver comme énergie en nous et autour de nous. Et puis petit à petit, ça s'étale, ça prend de l'ampleur et ça s'imprègne dans notre environnement et dans nos relations. Et c'est pour ça que quand on évolue, souvent, eh ben, nos relations changent, notre corps physique change, parce que c'est tout un ensemble qui nous fait évoluer dans une même direction, quand on est aligné. D'où souvent vous entendrez parler d'alignement du corps, du cœur et de l'esprit. Parce qu'une fois que la pensée, elle vibre dans ce sens-là, que le cœur, il ressent la même chose, c'est en adéquation, hop, le corps, il suit. Et ça se concrétise, ça devient concret, que ce soit un projet, que ce soit l'amour qui arrive ou qui est émané de nous, donc on l'attire, que ce soit un corps sain, de la beauté, tu vois, si on voit la vie comme, si on voit comme la vie est belle, si on pense que la vie est belle et qu'on ressent, on la voit belle, on le ressent jusqu'à dans notre cœur, et ben, on sera entouré de belles choses. Et on peut être deux personnes différentes, côte à côte, marcher dans la rue, et en fonction de nos propres vibrations, comme tu dis, sérendipité justement, et ben on peut avoir une personne qui est complètement à côté de ses pompes, déprimée, qui dit oh c'est gris, il y a que des crottes de chien là sur la gauche, ça sent la pisse, et à côté t'as l'autre qui fait waouh mais quel ciel, t'as vu cet arbre, les feuilles, et deux personnes différentes, deux systèmes de croyances différents, des pensées entretenues et cultivées dans deux directions opposées ont une réalité qui ne sera pas la même, bien que concrètement, elles soient en train, au même instant et au même moment, d'expérimenter la même réalité. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair pour l'histoire des Grégor. On n'est pas beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Donc c'est ok. On expérimente la même réalité. Yes. Ah ben tant mieux si tu ressens de la paix, c'est très agréable comme sentiment. Ça aussi, ça se cultive la paix. C'est un état d'être. On peut choisir d'être en paix quand on est dans le lâcher-prise et dans l'acceptation de ce qui arrive et qu'on arrive assez facilement à avoir la foi sur le fait que la vie nous veut du bien, que on est ici sur Terre pour
mériter les belles choses de ce monde. Et dans ce sens-là, on accepte plus facilement ce qui vient à nous parce qu'on sait que soit on va en tirer une leçon, soit c'est voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ah, oiseau, comment on doit dire ça comme oiseau. Bon, c'est pas grave si t'as loupé l'histoire des Grégor. Tout est parfait, tu arrives pour la suite. Est-ce que je m'intéresse à l'alchimie? Qu'est-ce que tu mets derrière alchimie? Si ça se trouve, je m'y intéresse, mais je sais juste pas exactement de ce qui est derrière l'alchimie. Est-ce que c'est... Moi, quand on me parle d'alchimie, je vois tout de suite un peu... soit les pierres, l'énergie dans les... Un truc un peu de druide, de potion, de quelque chose de mystique. Mais c'est pas assez défini dans mon esprit comme discipline ou comme... j'ai fait de la psychologie au lycée. Et d'ailleurs, c'était catastrophique. Je crois que j'ai eu 6 au bac. Il faut se raccrocher à ce qui nous entoure pour le positif. Bien sûr que la vie nous veut du bien. C'est une croyance à entretenir. Une fois qu'on arrive à voir le positif dans le négatif, on peut le cultiver en chaque chose, voir le beau en chaque chose, voir en quoi chaque épreuve elle nous a endurcis, elle nous a rendus forts, on a pu tirer des leçons et voir aussi reconnaître quand on a aussi des belles choses qui nous arrivent, savoir recevoir, les saisir et tu vois revenir à son essence qui est une énergie vitale et qui donc est par essence de nature abondance. Et cette abondance qui est en nous, on peut la manifester aussi à l'extérieur et on la mérite d'essence et de naissance parce qu'on est cette abondance. On a toutes les réponses en nous, on a toutes les énergies nécessaires et ça se cultive, ça se développe, ça s'apprend, ça se fait croître et bien sûr que on a le choix à chaque instant, on a notre libre arbitre. Et c'est ça qui est aussi merveilleux, c'est que d'un certain point de vue, à tout moment, on peut renverser la balance quand ça va pas, prendre du recul, s'ancrer et se rappeler qu'on a toujours le choix et qu'on est maître de nos émotions, de nos pensées. On peut les accueillir et choisir l'interprétation qu'on en fait pour en tirer un avantage et faire d'elles qu'elles nous servent, qu'elles soient en notre faveur, pour avancer sereinement. Voilà, pour avancer dans le bien, Lénie, c'est ça. Moi, ma prof de philo en terminale a dit « l'instinct maternel n'existe pas ». Écoute, hein. Il faut aussi... C'est ça aussi... c'est intéressant que tu aies dit ça. Moi, ça m'inspire de vous rappeler que vous avez tous à disposition votre propre pouvoir personnel. À l'intérieur de vous, vous avez une propre guidance qui vous est propre. Et revenir à soi, cheminer vers soi, c'est justement avoir la faculté de faire confiance à son intuition, écouter. D'abord, on revient à la base, on écoute nos besoins, et ensuite on commence à écouter nos envies. Et on va tendre vers un certain épanouissement qui va nous conduire petit à petit vers des cercles vertueux pour nous. Et c'est direct en replay, wow, carrément, pourquoi pas. Je dis des choses qui te font peur. Qu'est-ce qui te fait peur, Sumo? Dis-nous, intéressant ça. Mon objectif, c'est pas de faire peur, mais la peur, elle est révélatrice, elle a toujours un message. Toutes nos émotions ont des messages à nous délivrer et elles sont pas là par hasard. Elles ont une raison d'être. Se remettre en soi, beaucoup de personnes ne l'acceptent pas. Oui, parce que justement, elles ont peur d'elles-mêmes, elles ont peur du vide, elles n'ont pas appris en fait. Comment les croyances évoluent? Est-ce qu'on peut dire que les croyances d'avant sont fausses? Ah, la peur de la vérité. Il n'y a pas de vérité, justement. Alors, c'est intéressant, ça coïncide bien. Il n'existe pas de vérité. Il existe des vérités, une infinie de vérités. Comme on évolue dans un espace-temps qui est infini, on a notre vérité qui sera toujours construite par rapport à... en comparaison avec quelque chose en face de nous, tu vois. Quelque chose est petit seulement par rapport à quelque chose qui existe, qui serait plus grand. Sinon, on n'a pas d'échelle de valeur.
Le fait de se déconstruire et qu'on est capable d'être maître de nos pensées et de nos émotions. Oui, c'est ça. On peut tout à fait se réguler, inverser les tendances. C'est ce qu'on appelle le travail sur soi. Bon, j'aime pas trop le voir comme un travail, mais c'est une fois qu'on est sorti en fait de sa condition d'enfant où on est un sujet, tu vois, victime, dépendant du reste du monde, etc. On peut reprendre notre pouvoir personnel en reprenant notre responsabilité sur nous-mêmes et l'environnement qu'on se crée, comment on interprète les choses et notre vision du monde. Et en ce sens, à tout instant, on est libre de remodeler les choses pour qu'elles nous servent. Et une croyance du passé, si on a eu cette croyance, c'est qu'elle nous a été utile à un moment donné. Et on va pas se flageller en disant ah bah j'ai été bête de penser ça avant ou quoi. Non, pas du tout. On a évolué et tout autour de nous évolue aussi. Et peut-être que cette croyance, elle était juste aidante à ce moment-là et que effectivement, elle ne l'est plus maintenant. Elle devient une croyance limitante qu'il faut remettre à jour. Mais elle n'était pas vraie ou fausse. Elle était sur l'instant celle qui nous est apparue comme la meilleure pour nous et celle qu'on a choisi d'adopter parce que c'était la culpabilité enferme. Voilà, c'est ça. Et c'est ça portait le non-jugement. Ça commence par soi. C'est pas parce qu'on évolue qu'on devient bien et qu'on était mauvais avant d'évoluer. À chaque instant, on fait de notre mieux, de façon rationnelle, en fonction de nos cartes qu'on a en main sur l'instant, de notre état de conscience, d'avancement, et on compose avec les éléments. Et c'est ça, justement, d'avancer et d'évoluer et de se rendre compte du chemin parcouru. Et c'est plutôt le voir comme quelque chose de beau, comme une avancée, plutôt que de se dire oh là là, se juger et se dire oh, qu'est-ce que j'ai été ci ou ça ou qu'est-ce. Non, on était une version de nous qu'on a eu besoin d'être pour devenir qui on est aujourd'hui. Et donc c'était important pour nous de traverser ça, de l'expérimenter et de le vivre de cette manière pour qu'aujourd'hui on puisse voir l'autre versant ou le voir différemment. Si les vérités sont infinies, cela veut dire que le bien et le mal sont relatifs. Exactement. D'un point de vue spirituel, attention, je vais préciser ça aussi, c'est que là on est parti sur quelque chose d'un peu ésotérique, mais on évolue sur différentes dimensions. Et dans la dimension ici sur Terre, physique, matérielle, 3D, tu vois, palpable, il y a cette notion de bien et de mal parce que les choses ne sont pas infinies, justement, elles ont une durée de vie, elles s'usent, elles vieillissent, elles évoluent, mais dans le temps, la matière, pareil, elle évolue et elle a un système qui est fini. Donc, à partir de là, comme sur Terre, tout est dans la dualité, il y a le bien, le mal, le haut, le bas, la gauche, la droite, etc. Et là, c'est à nous d'avoir un système de valeurs en place qui va définir ce qu'on juge bien ou mal. Et ça, encore une fois, c'est propre à chacun. Et pour illustrer ça, je dis souvent que d'une culture à une autre, par exemple, il y a des convictions qui sont tout à fait banalisées, acceptées et justes pour certaines populations qui seront aberrantes, réprimées, voire interdites ailleurs. C'est là où on voit que c'est relatif. Voilà, le point noir et blanc dans le yin et le yang. J'adore cette notion des polarités du yin et du yang. Vraiment, c'est un schéma qui est tellement bien fait, bien conçu. C'est exactement ça. Oui, Kali, tu es au bon endroit. Tout le monde est au bon endroit au bon moment. On est toujours à notre place. Oui, ouais, guérison des blessures émotionnelles. Toi aussi, Laura, j'ai pas suivi. Toi aussi, quoi? Le taoïsme. T'as la blessure de l'abandon, puissance 10 000. Et du coup, à partir de cette blessure-là que tu as en conscience, qu'est-ce que tu as déjà peut-être entrepris vis-à-vis de cette blessure pour apprendre à vivre avec ton passé? Moi, j'ai été coachée aussi déjà.
J'ai déjà eu une coach et puis tout ce que je développe, enfin tout ce que je propose comme outils, etc., sont toujours systématiquement des choses que j'ai déjà expérimentées sur moi-même. À part tout faire pour la comprendre, j'arrive à rien d'autre. En gros, j'ai tout compris, mais j'arrive pas à agir. C'est beau déjà, tu vois. T'as fait la démarche de te renseigner et de prendre en main, tu vois, cette problématique. C'est normal que savoir, ça suffit pas pour agir et pour guérir. Les blessures, justement, qui sont d'ordre émotionnel, une fois qu'on a mis la problématique en conscience, il va falloir reconnecter, alors si c'est pas déjà le cas, avec sa part émotionnelle, son corps émotionnel. Souvent on parle de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est la part de nous qui, à l'époque, était émotionnellement en développement et donc ouverte au niveau du cœur, avant de le refermer au fil des blessures et des traumas, des chocs, etc. Et revenir à son enfant intérieur permet d'accéder de nouveau à notre corps émotionnel qui renferme tout ce qu'on a soit rejeté, soit refoulé parce que trop dur sur l'instant à extérioriser, ou soit qu'on n'était pas capable parce qu'on n'était pas encore assez mature, soit parce que l'environnement ne nous le permettait pas et c'était de l'ordre de notre survie de le cloisonner. Et ça, une fois adulte et autonome, justement, le travail consiste à retourner à cette part de nous pour aller libérer ce qui a été gelé, cristallisé en nous au moment du choc. Mon enfant intérieur me dit « laisse-moi faire, mais je contrôle tout ». Ce serait bien de redéfinir la notion de corps, esprit et âme. Bonsoir. Alors, dans ma vision, pour faire simplement ça, on a un corps physique et donc là c'est notre corps, tu vois, c'est vraiment dans la matière, nos cellules, tout ce qui est vivant dans notre organisme, ça c'est le corps physique. Ensuite, on a le corps émotionnel et c'est le corps qui régit toutes nos émotions. Corps physique, on a nos 5 sens avec notre corps physique. On a les 5 sens et donc là on est sur des sensations physiquement. Émotionnellement, on est sur des émotions. Et psychologiquement, mentalement, au niveau de l'esprit, on est sur des pensées et des croyances. Et l'alignement, il survient quand nos croyances sont alignées avec ce qu'on ressent et ce qu'on perçoit. Quand on perçoit quelque chose, qu'on vibre, qu'on ressent cette chose de la même manière qu'on le perçoit et qu'on le pense, on est aligné, on est en phase et là on est en paix. Le désalignement, il survient quand, si je pense gauche mais que je vais à droite avec mon corps physique, paf, je suis désalignée et mon cœur... Vous voyez ce que je veux dire? La science est-elle un obstacle à la spiritualité? Je pense que rien n'est un obstacle à rien, mais que tout est complémentaire. Je pense que la science est très pratique pour tout ce qui est conscientisation et qu'elle permet aux plus cartésiens de théoriser des choses qui vont permettre ensuite d'ouvrir encore plus de champs de réflexion et de profondeur dans la spiritualité. Je pense que ça va de pair, si tu veux. On peut tout utiliser comme outil qui est bon en fonction de l'usage, en fait, au service ça dépend de l'intention et de l'objectif final. Mais pour moi, la science est tout à fait complémentaire. Et typiquement, quand on revient au corps physique, on a des mots qui sont... il faut pas rester que perché dans la spiritualité, il faut redescendre aussi dans la matière. Il faut être connecté des deux parts. Les pieds sur terre et la créativité et l'imagination reliées avec l'ouverture là-haut. Et le métaphysique. Peu de gens le savent, mais tu peux rajouter la nourriture avec. Il y en a, ils vont pas... J'ai pas compris, mais ça me fait tomber sur mes pattes où je disais que il faut prendre soin de toutes ces dimensions en même temps.
Et il y a beaucoup de gens qui vont être soit que dans la 3D, et c'est ok, on peut faire toute une vie dans la 3D en étant sain et spirituel sans savoir. Mais par contre, une fois qu'on devient, qu'on s'ouvre, qu'on vit des éveils et qu'on s'ouvre à d'autres dimensions et qu'on prend conscience de tout ce côté impalpable, et ben le risque, c'est quand même de se percher, de rester là-haut et de simplement rester dans la manifestation, les préceptes, les vibrations, les énergies, sans poser d'action. Alors que tout fonctionne de pair. On vit dans 4D. Le temps aussi est une dimension. Oui. Fusionner alimentation à ton énergie, transformation. Ouais. L'alimentation, c'est essentiel parce que c'est la nourriture de notre plan physique. C'est notre nourriture à nous, c'est ce qui va constituer ensuite, c'est important la qualité de ce qu'on mange et c'est prendre soin de notre corps physique et on en a besoin parce que c'est notre véhicule pour ensuite les autres plans. Et pour bien filer droit et réussir à sainement se balader un peu partout comme ça, il faut des fondations stables, une base solide et que tout circule bien. Et le corps, c'est essentiel. Mais ça ne passe pas que par de l'alimentation ou de la douceur, c'est un tout. C'est de l'amour de soi, ça se reflète jusqu'à dans nos cellules, c'est de la douceur avec soi-même, c'est ne pas se violenter, ne pas s'infliger de mauvais traitements, c'est le sommeil, c'est la lumière aussi, on a besoin de voir le jour, c'est l'air qu'on respire, c'est tout un tas de choses. Je suis désolée Lénie que TikTok te bloque, j'ai pas la main moi, c'est globalement je pense, mes paramètres sont ouverts normalement. Ben merci Liberté d'être passée, au plaisir. Hein. Tu as vécu un syndrome de Jésus-Christ. C'est marrant dit comme ça. Mais je pense par contre, ça aussi il faut pas se culpabiliser, je pense que c'est une phase, à un moment donné dans le cheminement, on est obligé de se perdre pour se retrouver. Ça va de pair, c'est comme tout. Et moi, justement, comment j'ai beaucoup appris, c'est en tapant les extrêmes. Hein. Si je regarde bien mon passé, etc., la plupart du temps, j'ai tapé un extrême, j'ai tapé l'autre, et je me suis dit, bon, bah maintenant, je sais que c'est là le centre. Parce que et c'est comme ça qu'on a les limites aussi, connaître ses propres limites. C'est quoi un syndrome de Jésus-Christ dans une tente? Ah, c'est normal que le psy empêche mon physique de m'alimenter. Alors ça c'est des troubles alimentaires et c'est tout à fait... ça peut être une réaction, oui, mentale de survie que tu as développée qui a cette conséquence aujourd'hui. Je vais te parler par exemple de mes troubles alimentaires à moi que j'avais. C'était psychologique et émotionnel. Et en fait, comme j'avais des blocages émotionnels, que j'avais des émotions refoulées... attendez, il faut que je fasse un puzzle TikTok, sinon il me dit que... salut Lénie, bonne soirée, au plaisir. Et donc moi, j'avais pas appris à réguler mes émotions. Et en contrepartie, pour compenser, parce que dès que t'en as un qui est défaillant, ça agit sur les autres, j'ai trouvé le réconfort que je ne trouvais pas sainement dans les aliments sucrés. Et à l'inverse, je mangeais beaucoup, de manière compulsive. Je mangeais trop, je mangeais mal. Et pour réussir à résoudre ça, à perdre mon poids, à changer mes schémas et à m'alimenter sainement, j'ai fatalement dû aller voir où elle se trouvait la source de mon mal-être, qu'est-ce qui déclenchait la compulsion, donc retourner au stimuli, et opérer la prise de conscience et la libération des émotions qui étaient reliées, et réapprendre à développer de nouvelles habitudes saines pour moi, en conscience. J'ai pas de blocage d'émotions, à l'inverse, je déborde sans arrêt d'émotions sans pouvoir les retenir. Yes, et ça aussi c'est une dérégulation des émotions, c'est-à-dire qu'il y a les deux options, il y a toujours, comme je disais, des opposés.
soit on est complètement dans le rejet, dans le blocage, soit on est complètement dans se laisser envahir en fait. Et dans ce cas-là, ce sont nos émotions qui nous contrôlent. Ce sont plus nous qui savons les réguler, mais elles qui nous envahissent. Ça peut être pareil avec les pensées, par exemple. Il y a des gens, c'est le vide intersidéral, ils sont coupés de créativité, ils n'arrivent plus à réfléchir et hop, ils procrastinent, ils sont bloqués. Et t'en as d'autres, c'est l'inverse. Ils vont dire ah non mais moi ça part dans tous les sens, je suis envahie de pensées. Et tout, c'est quand il y a un excès en fait, excès de l'un, excès de l'autre, excès de contrôle ou excès de relâchement, je sais pas comment dire. Mais ouais, ça s'appelle des TCA. Et du coup, c'est pareil en fait. Les émotions, faut apprendre à les extérioriser, mais sainement. Prendre du recul sur elles, savoir que tes émotions ne te définissent pas et qu'elles sont à traverser, mais à ressentir. En fait, encore une fois, rien n'est bon ni mauvais, tout est une question d'équilibre. C'est mauvais si c'est en excès et si ça te pénalise, tu vois, si ça devient envahissant pour toi, si à toutes les 5 minutes, tu pars en sanglots. Si quand tu es en colère, tu t'exploses. Si quand tu es triste, là, faut chercher le pot de glace et tout le tintouin. Oui, ça devient mauvais. Mauvais dans le sens, ça te nuit à toi-même. Mais sinon, extérioriser ses émotions, au contraire, c'est sain, mais dans une juste mesure où on n'est pas à tout bout de champ en train de le déverser sur tout le monde et n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Merci pour la rose, c'est gentil. Voilà. Ça peut être aussi l'anxiété pour l'alimentation, ça peut être tout un tas de choses. C'est pour ça que c'est propre à chacun et qu'il est judicieux de voir... Vas-y Kali, profites-en si tu veux faire part d'un autre souci. C'est fait pour. Pour gagner en autonomie émotionnelle, il faut reprendre, il faut voir en fait comment les choses se jouent en nous. Tu vois, ça demanderait que je la sonde plus personnellement sur ses actions, ses réactions, etc. Mais en gros, ça va consister à se prendre en charge en faisant maturer notre situation émotionnelle, en redevenant notre propre parent idéal pour nous-mêmes. Et en fait, en apprenant petit à petit à nous auto-réguler par des discours peut-être matures qu'on n'a pas eu ou qu'on aurait aimé entendre. Si par exemple j'ai été un bébé qui pleure beaucoup et puis qu'on m'a toujours laissé pleurer sans jamais me consoler, et je vais pas savoir comment m'arrêter de pleurer et puis je vais avoir tendance à quand je commence, je m'arrête plus. Et ça serait par exemple s'apporter le discours dont on a besoin pour justement se réconforter soi. Si c'est de la tristesse, là c'est un exemple où c'est de la tristesse. Admettons que je suis triste, je vis un chagrin, apprendre à me dire à moi-même, m'apporter mon propre réconfort et me calmer, me temporiser, devenir mon propre parent idéal. Si c'est, je sais pas quelle autre émotion, de la colère, apprendre à, ok, je sais pas quoi faire de cette colère, je sais pas quoi. Bon, maintenant je suis adulte, je deviens mon propre parent. La colère m'indique si c'est tel message que je reçois. Je choisis de ne pas me laisser dominer par ma colère. Maintenant que je l'ai détectée, merci d'avoir été là et de m'avoir indiqué le problème, je l'arrange. Je t'ai considéré, je t'accueille, je t'accepte, je te relâche, mais maintenant il est temps pour moi de passer, hop, on passe à la conscience et qu'est-ce que je fais avec ça? Et ensuite, paf, on passe dans la matière et on résout le problème. Et la colère est digérée, elle est extériorisée, elle est en conscience, tout est clean. Je n'arrête pas de refuser les soins psy, médocs, etc. alors que j'en ai besoin et je le sais. Je ne sais pas pourquoi je rejette autant. Alors, il y a plusieurs sources possibles à ça. Ça peut être qu'on ne sait pas demander de l'aide, on a peur, ça nous renvoie à une part de vulnérabilité en nous. Ça peut être... en fait, il faut voir quelle est la peur derrière.
Ça peut être la peur d'être folle aussi, parce que il y a beaucoup de croyances sur le fait qu'aller voir un psychologue, aller en thérapie, etc., c'est être fou, alors qu'au contraire, quelqu'un qui a une blessure et qui va chez le médecin ou à l'hôpital, qui se fait opérer parce qu'il a une infection, bah, ça choque personne. On ne dit pas qu'il est fou. Et faut arrêter de diaboliser les problèmes psychologiques, les maux du cœur, les maux de l'esprit. Et ben, c'est aussi des mots et c'est juste les médecins appropriés pour ces mots-là. Et il n'y a aucune honte, aucune gêne et pas. Tu vois, c'est comment on voit le système en place. Ça te fait ressentir de l'injustice? Ouais, parce que ça, c'est quand on a intégré que ce qu'on vit, eh ben, on n'est pas responsable. L'injustice, c'est potentiellement que... est-ce que tu as ce type de raisonnement du genre c'est injuste que j'aille voir un psychologue parce que c'est à cause des autres, de la société, de mes parents, comment ils m'ont élevé. Maintenant, c'est moi qui dois me guérir à cause d'eux, ce genre de truc. Est-ce qu'il y a un lien entre la beauté et les complexes développés en vie en société? Entre la beauté et les complexes. Alors, oui, il y en a forcément un. Est-ce qu'il y a un lien entre la beauté et les complexes développés en vie en société? Je suis pas sûre de comprendre le sens de cette question. Mais je vais juste partir sur le lien entre la beauté et les complexes. Et ben, on complexe que sur quelque chose qu'on ne trouve pas suffisamment bien. Sinon, ce serait pas un complexe, on en serait fier. Et donc, fatalement, les deux sont liés. Et c'est apporter une nouvelle vision sur ce qui nous complexe, voir pourquoi on n'y voit pas du beau à ça, alors qu'on peut voir du beau en chaque chose. Et la société joue un rôle d'égrégore à ce moment-là. Parce que il y a des normes, il y a des tendances, il y a des grandes idées, tu vois, qui ça aussi ça évolue. Et ça peut créer des complexes si on s'y accroche et on fait de ce qu'on nous dicte comme étant le bien et le mal, le beau, le moche, une réalité et notre réalité. Soit on l'adopte, mais on n'est pas obligé d'y croire, tu vois. Et c'est à nous de développer notre propre regard sur les choses, sur nous-mêmes ou sur ces complexes-là, pour en voir la beauté. Et si quelque chose ne nous convient pas, on est aussi libre en fonction du pouvoir qu'on a sur cette chose-là, parfois, de le changer. On n'est pas obligé d'accepter tout. Ça aussi, c'est important. Souvent, dans le développement personnel, il y a beaucoup de victimisation et de sacrifice il y a une faille un peu là-dessus, c'est avec l'acceptation. On ne prône pas l'acceptation de tout, hein. On ne prône l'acceptation que de ce dont on n'a pas le pouvoir de changer, hein. Ce qui n'est pas dans notre responsabilité. En revanche, tout ce sur quoi on a le pouvoir d'agir, on peut accepter, mais on n'est pas obligé. On peut aussi le changer. C'est là où c'est intéressant d'avoir le libre arbitre. Se faire soigner alors que le méchant en avait bien besoin. Ouais. Oui, c'est ça. Est-ce que les gens pas beaux souffrent plus? Plus, ça aussi, ça dépend par rapport à quoi, à qui, tu vois, quel type de souffrance. Il y a des gens qui souffrent mais qui sont pas conscients de souffrir et du coup, est-ce qu'on parle d'une souffrance consciente ou pas? Parce que les gens pas beaux souffrent plus. Souffrir de quoi? Je sais pas. Il y a aussi le fait que j'ai essayé de nombreuses fois psy-médoc et à chaque fois, ça rechute. Ok. Oui, en fait, t'es arrivé à un instant de saturation où ça te suffit plus. Mais tu vois, je te rejoins là-dessus, c'est que les psychologues, elle est là la limite de voir un psychologue. C'est que la psychologie, ça traite le mental, ça traite les maux de l'esprit psychique. Et ça oublie de prendre en compte les autres aspects qui sont le cœur et le corps. Et c'est justement parce qu'ils ont ces failles-là
dans leur système de guérison, leur processus, il est incomplet. Et comme ils savent pas gérer, par exemple, ils sont que spécialisés sur le mental, et ben ils vont être très très importants et utiles pour tout ce qui va être de la mise en conscience, donc passer de l'inconscient au conscient. Par contre, une fois que c'est mis en conscience, ils savent plus résoudre, ils savent plus finir le travail et ils te filent des médocs pour que tu acceptes, pour que tu vives mieux avec ce qu'ils t'ont mis en conscience. C'est là où c'est border en fait. Et que il y a de plus en plus des thérapies alternatives, des coachs justement qui intègrent la psychologie à leur thérapie en incluant aussi l'entièreté du processus de guérison pour que ça aille jusqu'à dans tes cellules, parce que sinon beaucoup vont voir un psy jusqu'à la fin de leur jour parce que ça finira pas le travail et ils vont devoir être dépendants à leur psychologue, avoir un rendez-vous régulier quotidien, etc. parce que c'est super, ils ont conscience des choses et ils savent pas comment les régler quoi. Et ils peuvent pas parce que la solution qui leur est mise sous le nez, c'est les médicaments. C'est pas comment réguler son organisme à travers une hygiène de vie. C'est pas comment reconnecter avec tes émotions pour les libérer et enfin faire le deuil de ton passé. Non, c'est toi t'es conscient du truc, c'est super, t'es en pleine conscience et t'as besoin de médoc parce que du coup c'est trop lourd pour le mental. Et c'est bloqué là et ça passe plus en dessous. Donne-toi du temps et surtout le temps de trouver le bon traitement pour vivre en paix avec lucidité aussi. Il y a aussi le fait que j'ai essayé de... Ouais, ça j'ai lu. Je commence à avoir l'espoir comme le méchant de l'histoire. L'espoir me paraît... L'espoir d'être bien dans mes baskets et ne plus avoir peur d'une crise surprise et être libre. L'espoir, c'est indispensable. Vraiment, c'est la clé de tout, en fait. Finalement, c'est jusqu'à quel point on a la foi et on garde espoir, tu vois. C'est là où on voit même des rémissions spectaculaires sur le plan physique à partir de personnes qui, simplement avec la foi, transcendent les lois de la physique et de la science. Je t'invite vraiment à jamais perdre espoir, tu vois. Il est jamais trop tard pour rien. Et... il t'a menti l'espoir? Ça, c'est parce que tu choisis de le voir comme ça. Moi, ce que je peux te dire tout de suite, là, maintenant, c'est qu'il t'a pas menti parce que, regarde, là, t'es là, tout de suite, à l'instant présent. T'es en vie. Peut-être que tout n'est pas parfait dans ta vie. Mais tu es en vie. Et à partir de là, maintenant, tout de suite, tu as encore le pouvoir de pouvoir... tu vois, le champ des possibles est encore là pour... il y a toutes les raisons pour toi d'avoir encore de l'espoir. En fait, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, c'est premier degré. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà, c'est ça l'idée. Je pense que c'est un très beau mot de la fin, ça. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Choisissez la lumière, choisissez la vie, gardez la foi. C'est vrai, le replay, ça vous intéresserait? Bon, je vais réfléchir à ça pour le mettre sur peut-être YouTube alors, parce que ça risque d'être long. Eh ben, ça me fait plaisir, Kali. Vraiment, merci à toi de t'être senti libre de t'exprimer, d'avoir osé, et puis merci à vous tous, d'avoir été présents. Vous m'avez aussi amené des thématiques vraiment enrichissantes. Moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. J'ai beaucoup apprécié nos échanges et ça a été très inspirant pour moi. Merci Kali. Je vais vous laisser sur ça, sur s'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Prenez soin de vous et au plaisir qu'on se recroise. Je vais essayer de faire des lives plus souvent. Voilà, belle soirée à tous.